ma plus grande découverte, ça a été de comprendre que l'invisible est réel. Alors au premier abord, ça paraît bête, mais effectivement moi avec le recul, j'ai vraiment eu, l'impression qu'il y avait une différence entre croire que l'invisible est réel, ça c'est ce que j'ai cru, toute ma jeunesse et puis, au travers d'expérimentations, occultes notamment, de se rendre compte que l'invisible est bel et bien réel et lorsqu'il, arrive sur vous comme ça, et là on a, effectivement, le la conscience qui s'affole quoi. On a d'un coup, l'impression que son monde, matériel s'écroule et que le monde tel qu'on l'imagine en fait est beaucoup plus vaste. Alors en fait, pour, justement prendre conscience que l'invisible, était bel et bien réel, en fin de compte, toute mon enfance, mon adolescence et puis, une partie de l'âge adulte pour le comprendre, pour l'expérimenter. En fait, pour en arriver à cet état de fait, ça a commencé, comme je le disais, dès l'enfance, en fait. Heu, Tout petit déjà, en fait, mes parents m'appelaient Jean de la Lune. C'est parce que j'étais très lunaire, en fait, je très pensif, voilà, quand je jouais, tout petit, dans mon coin, c'est effectivement, on pouvait vite m'oublier parce que j'étais dans mes rêveries, voilà. Donc au début, ça m'a causé quelques problèmes quand on rentre, à l'école maternelle. Il m'a fallu un temps d'intégration. Mais voilà, donc j'avais déjà, au fond de moi, ce côté, rêveur et solitaire qui a pu, influencer, ensuite, ma vie d'adolescent, de jeune homme et puis d'adulte. Heureusement, ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ces recherches sur, les phénomènes inexpliqués, c'est, le milieu familial dans lequel je baignais. Moi, je suis issu d'une famille, heu, d'agriculteurs, en fait, donc issu du monde rural, avec des parents très cartésiens, terre à terre, qui m'ont donné des valeurs, très stables, que ce soit au niveau de la famille, au niveau du travail. Alors le mariage des 2, ça a fait effectivement, ce chercheur en fin de compte, de l'inexpliqué, au début à la recherche de merveilleux. Quand on est enfant, on recherche un peu le merveilleux au travers, de légendes, au travers d'histoires qu'on se raconte. Puis quand on commence à grandir, on se rend compte que le merveilleux il existe. Il existe, il y a des choses inexpliquées, des manifestations, des choses dans le ciel, des choses dans des châteaux, châteaux hantés, des maisons et là la rêverie, s'éveille, on redevient un peu enfant, mais en même temps, j'ai eu cette base solide qui m'a permis, de poser les choses et puis de ne pas rentrer dans des fantasmes, en fait. Ça a été un fort atout, en fin de compte, dans ma recherche, sur l'inexpliqué et l'invisible et puis, évidemment, j'ai fait des études. J'ai fait des études, en agriculture, hein, voilà, je suis ingénieur en agriculture et je m'intéresse, logiquement à la biologie, voilà, donc j'ai aussi recherché dans ce que la nature pouvait nous offrir, un peu les messages de la nature pour, aussi rester sur des bases, fondamentales, sérieuses dans ces recherches-là. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc c'est un mélange subtil en fin de compte, cette personnalité qui fait que j'arrive à garder, pied en fin de compte, on va dire les pieds sur terre et puis la tête dans les étoiles quoi, hein, voilà. Voilà ensuite, pour aller au bout justement de cette compréhension de l'invisible, pendant 20 ans, j'ai recherché, par moi-même, alors au travers de lectures, hein. J'ai commencé d'abord par le spiritisme, et la radiesthésie. La radiesthésie très important parce que, c'est une branche de ce qu'on appelle la magie ou dans les sciences occultes. Cette radiesthésie qui consiste, alors ça on a tous cette image du professeur Tournesol avec son petit pendule dans Tintin, hein, qui va chercher, voilà des choses et puis le pendule lui indique une direction. Moi ça a été important pour moi d'avoir cette direction au travers du pendule. C'est-à-dire que j'avais un objet vraiment, voilà, je pouvais toucher cet objet et voilà, c'était pas du ressenti, comme on peut avoir chez les médiums ou autres, hein. Moi j'ai pas du tout de talent à ce niveau-là, mais voilà,
avait cette petite boule au bout d'un fil qui me donnait de l'information. Et avant de partir tête baissée dans cette activité de radiesthésie, j'ai essayé de comprendre, me dire est-ce que la radiesthésie c'est quelque chose d'explicable, hein. Et effectivement, au travers de mes recherches, de mes livres, je me suis rendu compte que des scientifiques l'avaient expliqué, effectivement. Ça, on va en parler, j'imagine, au fur et à mesure du déroulé. Mais voilà, donc j'ai osé partir sur un phénomène qui était acceptable par rapport à ma personnalité. Donc la radiesthésie, le spiritisme aussi, parce que j'avais des résultats quand on voit des verres qui bougent et des tables et des choses. Enfin, voilà, on se demande ce qu'il y a derrière. Donc ça, voilà, je suis parti là-dessus sur ces recherches-là. Puis au fur et à mesure, j'ai étendu ma zone de recherche. Hein, j'ai agrandi le cercle de ma recherche à ce qu'on appelle les émissions duoformes. Et plus tard, j'ai été au livre de théosophie, voilà, donc dans l'occultisme un peu plus lourd en fin de compte. Et 20 années de recherche pour réfléchir, mais aussi 3 années d'enquête de terrain pour aller voir à l'extérieur ce qui se passait. Voilà, se rendre compte si ce qui était dit dans les livres était réel sur le terrain. Donc 3 années dans le cadre d'une association loi 1901 qui s'appelait le GEPI, groupe d'études et d'enquêtes sur les phénomènes inexpliqués. Et on a étudié une trentaine de cas très sérieusement. Après, on a eu d'autres échanges avec voilà, des victimes de phénomènes inexpliqués. Mais on a fait vraiment 30 grosses enquêtes sur le nord de la France. Et puis, dans le cadre de cette activité d'association, on a aussi rencontré des prêtres exorcistes, des magnétiseurs, d'autres enquêteurs de terrain, des gendarmes, des journalistes spécialisés, voilà, de niveaux nationaux, hein, notamment Pierre Barnérias et David Gallet. Et puis enfin, je dirais, ce qui m'a amené à comprendre l'invisible aussi, c'est mon expérimentation personnelle. C'est-à-dire que j'ai osé aussi tester en radiesthésie, tester en occultisme aussi pour me rendre compte de la réalité ou non de ces phénomènes inexpliqués. Voilà, c'est une forme, je vais dire d'auto-initiation que j'ai réalisée seule, sans aller, me raccrocher à hormis l'association loi 1901 là, dans laquelle j'étais, mais sans me raccrocher sur une idéologie, un groupe avec une idéologie, hein, voilà, j'étais un chercheur complètement autonome, dans ma recherche et puis, ben, voilà, aujourd'hui j'ai 40 ans et puis, ben, je suis arrivé, je pense, pas au bout du chemin, mais je suis arrivé à une 1re explication cohérente, rationnelle et holistique sur ces phénomènes. Après avoir, réalisé cette forme d'auto-initiation, je me suis dit que ça aurait été dommage de ne pas s'ouvrir aux autres parce que, même si ce genre de recherche, voilà, n'est pas quelque chose de populaire, aujourd'hui dans une société comme la nôtre, je me suis dit qu'il y avait sûrement des chercheurs autour de moi qui étaient en recherche justement de réponses et puis que, moi si j'avais eu la chance d'avoir une personne qui avait pu m'apporter, déjà de l'information, bah, ça m'aurait vraiment aidé. Alors, ben, moi j'ai fait le choix d'écrire un livre. Voilà, j'ai écrit un livre à destination, des chercheurs sincères. C'est une forme de cahier du chercheur en fait. Le format est un petit peu, comment dire? Différent des livres classiques. C'est un format cahier, de travail en couleur avec des cartes, avec des explications sur toutes mes recherches. Voilà, ce livre en fait, c'est un grand puzzle. Heu, il y a 6 chapitres, donc on va dire 6 pièces en fait et puis au fur et à mesure de ces chapitres, j'assemble les pièces de ce puzzle pour, dessiner à la fin du livre une vision, globale de ces phénomènes inexpliqués et une vision plus logique. Heu, Parce qu'aujourd'hui, moi je pense pas qu'il y ait de livres, ou très peu de livres qui traitent de ces sujets de manière holistique. Alors on a beaucoup de livres sur l'ufologie qui traitent, ce qu'on appelle les soucoupes volantes, les ovnis. On a beaucoup de livres sur les hantises, les fantômes, les poltergeists. Beaucoup de livres en géobiologie, en radiesthésie. Beaucoup de livres en cryptozoologie sur les animaux mystérieux. Heu, alors ou sur les apparitions mariales ou les apparitions fantomatiques. Alors chacun a sa spécialité, chacun va se nommer spécialiste dans un domaine et va
emmener le lecteur dans sa spécialité. Mais au final, à la fin, ben, il reste un arrière-goût, je veux dire, d'inachevé. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une vision globale et cohérente pour que même les personnes qui ne croient pas à ces phénomènes, parce que certains sont vraiment saugrenus, voilà, et ben, si on peut les amener à s'y intéresser un petit peu, en leur amenant une explication logique, cohérente, holistique, et ben moi j'aurais l'impression d'avoir gagné mon challenge en fait. Euh, voilà, donc j'ai fait un livre qui s'appelle La calèche sur le chemin. Alors c'est une allégorie, hein, la calèche, je vais l'expliquer un petit peu plus tard si tu me poses des questions, mais ça va être la calèche, c'est l'homme dans toute sa multiplicité. Et puis le chemin, c'est ce fameux chemin à parcourir en 6 chapitres. Voilà, un chapitre sur la conscience, un chapitre sur la matière, sur les capacités psychiques, ce que j'appelle aussi le facteur exogène, les mécanismes énergétiques et le mécanisme d'élévation des consciences au niveau planétaire. Voilà, 6 chapitres euh, qui ont fait pour nom des étapes que la calèche va atteindre. Donc il y a la cité des routines, la citadelle du matérialisme, la cathédrale des dogmes, la forêt des hantises, la plaine d'illusions et les collines des égoïstes. Alors, il me paraissait évident de commencer par la conscience, parce que aujourd'hui, dans notre société, voilà, on a tendance à vouloir externaliser les choses, rejeter les choses à l'extérieur, regarder les choses avec, en fin de compte, des objets en face de nous. Hein. On parle des téléphones, des smartphones, voilà, pour communiquer. Voilà, en ce moment, quand on passe sur la route, on voit sur les arrêts de bus des adolescents les uns à côté des autres et la tête dans le téléphone, on se dit qu'il y a un problème. Voilà, donc il fallait partir sur la conscience. Parce que dans les phénomènes inexpliqués, en fin de compte, quand j'étais sur le terrain, dès qu'on avait un phénomène inexpliqué, la victime ou le témoin rejetait ce phénomène à la périphérie de sa réalité. Pour lui, c'était quelque chose d'externe à lui-même. Et je le pensais au début aussi. Je le pensais fortement et je me suis perdu pendant la première année en fait de l'enquête de terrain. Je me suis dit voilà, ce sont des histoires de fantômes, d'ovnis uniquement. Et ce n'est qu'après que j'ai compris que les phénomènes inexpliqués étaient en majorité des phénomènes internes à la conscience humaine en fait. Alors, qu'est-ce que j'entends par conscience? Comment je déroule cette conscience dans ce chapitre-là? En fait, c'est sous l'image de la calèche, j'en parlais juste avant. L'homme est multiple dans sa constitution. On a d'abord un corps physique, hein, qui serait la voiture de la calèche, la voiture. Ensuite, on a les émotions, les sentiments, ça, ce sont les chevaux qui tirent la calèche. Alors ces émotions, des fois, elles peuvent être justement fougueuses. Elles peuvent vouloir partir dans tous les sens. Hein. Sur la calèche, on va dire, si on a 2 chevaux, on a un cheval qui veut partir à gauche, l'autre qui veut partir à droite. On peut être en colère, joyeux, avoir des sentiments antagonistes quelquefois au même moment. Ça, ce sont les émotions de l'homme. Donc il y a son physique, ses émotions, et puis on a le mental. On a le mental, ce mental que l'on utilise, que l'on exploite à outrance aujourd'hui dans notre société. On mentalise tout, on veut tout découper, on veut tout segmenter, on veut tout comprendre en complexifiant en fin de compte. Alors ce mental, c'est le cocher qui essaye de guider la calèche avec ses chevaux qui sont difficiles à maîtriser. Et puis enfin, dans la voiture, on a ce qui reste, c'est-à-dire la conscience. C'est le passager de la calèche. Et il y a une petite introspection très simple à faire, j'en parle au début de mon livre. On peut oublier la souffrance que le corps endure. Hein. Quand on regarde, pendant qu'on s'endort par exemple, le corps n'existe plus. Le corps est en pause complète. L'homme rêve, ne bouge plus, il vit autre chose et pourtant son corps est là, mais il s'en est découplé en fait. Dans les cas d'hypnose par exemple, on a des gens qui se font hypnotiser, on peut leur mettre des aiguilles dans le bras, aucun problème, la conscience est complètement détachée du corps physique. Donc on n'est pas le corps physique.
Le corps physique n'est que le moyen d'interagir avec la matière. Après, les émotions, on peut contrôler sa colère, sa joie, on peut se rendre compte que l'on ressent cette information émotionnelle, mais on n'est pas pour autant cette information émotionnelle. Donc, nous ne sommes pas nos émotions non plus. Et puis, on a ce mental, hein, ces pensées qui viennent comme ça, régulièrement, comme des torrents, des vagues qui nous submergent. Et puis on se rend compte que si on médite, si on se calme, on peut faire le vide. On peut faire le vide mental. Donc si on peut faire le vide mental tout en existant, c'est qu'au final, ces pensées-là sont externes. Elles sont le sous-produit de la conscience. Alors qu'est-ce qui reste quand on n'est pas réellement le physique, la voiture de la calèche, quand on n'est pas les chevaux de l'émotionnel, quand on n'est pas le cocher du mental, eh ben, il reste le passager de la calèche, et c'est ça la conscience. La conscience, c'est celle qui essaye d'exister au travers de l'expérience de la calèche, de l'intégralité de la calèche. Voilà, c'est pour ça que j'ai en partie nommé ce livre La calèche sur le chemin. Et puis, parler de la conscience, c'est parler du mécanisme que l'on vit tous les jours. Moi, j'ai essayé d'être très terre à terre dans mes explications. Je ne pars pas dans l'occultisme lourd, hein. J'invite le lecteur, le chercheur à comprendre ce qu'il fait, à comprendre ce qu'il est. Et je fais apparaître pour cela le mécanisme du conscient et du subconscient. Voilà, en donnant des exemples très précis. Moi, je suis pratiquant d'arts martiaux, par exemple. Voilà, ça fait 20 ans que je pratique le karaté. Et quand j'ai commencé le karaté, j'étais un enfant très peureux, qui avait peur. Alors j'ai beaucoup aimé les films, c'est ce qui m'a amené à ça, hein, les films de l'époque, les Jean-Claude Van Damme, les choses comme ça. Moi, j'étais très fan de ça, mais quand je suis arrivé sur le tatami, je me suis retrouvé confronté à mes angoisses, à mes terreurs les plus profondes. En face de moi, j'avais quelqu'un qui pouvait me faire mal, me frapper. Il m'a fallu des années pour me faire à ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des entraînements rigoureux. J'ai répété. C'est-à-dire que mon conscient a envoyé à mon subconscient la même information, les mêmes gestes, une répétition sans fin de ce travail. Et puis qu'est-ce qui s'est passé au bout de plusieurs années? J'ai commencé à gagner en aisance pendant le combat, j'arrivais à analyser ce que l'adversaire faisait en face, et même à l'anticiper pour le toucher. Il y a eu suppression de la peur, anticipation en face des personnes et des gestes instinctifs qui n'étaient plus réfléchis. Le geste venait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est un travail long qu'on peut ramener à l'échelle d'une personne dans tous les gestes quotidiens de sa vie. C'est le conscient qui travaille avec le subconscient pour permettre à la conscience dans toute sa globalité, en fin de compte, d'acquérir de nouvelles compétences, des nouvelles manières de fonctionner, aussi bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel et le plan mental. Et c'est ça, en fin de compte, le travail à faire aujourd'hui en tant qu'être humain, c'est être capable de travailler consciemment les choses pour que tout ce travail devienne, en fin de compte, instinctif, inné, et définitivement ancré dans la conscience. Voilà, donc après, j'explique au final que par ce biais, j'ai réussi à commencer à ouvrir le voile de l'inexpliqué par le travail que j'ai réalisé sur la radiesthésie. La radiesthésie, donc, j'ai travaillé mon subconscient pour que les résultats que j'obtenais par le pendule soient automatiquement récupérés par le subconscient et me soient ensuite traduits consciemment par des résultats. Ça, je vais l'expliquer un petit peu après. Voilà, c'est ce que j'appelle l'étalonnage du subconscient. La réalité, selon moi, et selon l'occultisme, selon aussi les philosophes grecs, antiques, et puis selon les théoriciens aussi, les théoriciens de pointe aujourd'hui en matière de physique quantique, et tous ces gens-là, que ce soit les gens d'il y a 1000, 2000 ans, ou ces gens d'aujourd'hui, en viennent à la même conclusion. La matière est vibration, elle est vibratoire. Voilà.
ce sont des fréquences. Heu, les occultistes, découpent la matière en plans vibratoires, en fin de compte. Les philosophes, eux, ont essayé de comprendre, sans avoir de microscope, qu'au-delà de la matière, il devait avoir une unité, en fin de compte, derrière la matière. Et puis les théoriciens de la théorie des cordes se sont rendus compte mathématiquement, et c'est encore une spéculation, hein, on n'a pas réussi à aller voir ce qu'il y avait derrière les quarks, mais ils se sont dit, effectivement pour que cette matière existe, elle doit forcément derrière, vibrer. Voilà, elle doit avoir une vibration. Et je suis parti de cette, voilà, de cet état de fait, hein, de physicien, de mathématicien, de haut vol, et puis, ben, moi, j'ai regardé sous l'œil, de l'occultiste, pour le confirmer, et puis derrière, j'ai découvert, ce qu'on appelle la cymatique. Ça m'a ouvert l'esprit, alors qu'est-ce que c'est la cymatique? Et ben, c'est un physicien allemand, Ernst Caldini au XVIIIe siècle, qui s'est rendu compte que lorsque l'on faisait vibrer, une plaque de métal ou de verre avec un archet de violon et qu'on plaçait, heu, sur cette plaque du sable, et ben, des dessins apparaissaient. Le sable se positionnait, se structurait pour fabriquer des dessins, juste par la vibration. Et là, je me suis dit: «Effectivement, voilà, heu, ça confirme vraiment physiquement, le fait que la matière est structurée par la vibration, par le verbe, et ça, bon, le message de la Bible est quand même très fort là-dessus. Heu et puis après, je me suis dit, «OK, la vibration c'est une chose, mais une vibration de quoi?» Et puis, ben, en continuant mes études, occultes, je me suis rendu compte que la notion d'amour revenait régulièrement. Je dis: «L'amour, ouais, l'amour, bon, pourquoi pas?» Moi, j'ai l'image un petit peu des films d'amour, des romans à l'eau de rose. Alors ça fait sourire, mais non, en fait, il faut aller voir plus loin, et c'est les études du professeur, Matsuri Emoto, pardon, qui est un professeur japonais, hein, scientifique, qui a étudié la mémoire vibratoire de l'eau, et voilà, qui a expérimenté le fait d'apporter des paroles à l'eau. Alors il a d'un côté, amené des paroles, de bonté, d'amour à l'eau, voilà, ça paraît bête, mais voilà, c'est ce qu'il a fait. Et puis de l'autre, il a fait aussi écouter de la musique classique, voilà, des sons bienveillants, des sons agréables. Et puis de l'autre côté, il a insulté l'eau. Il a amené de mauvaises paroles sur cet autre témoin, d'eau, heu, ou de la musique, hard rock, et cetera. Et puis après, il a gelé cette eau, il a regardé ce qui se passait. Il s'est rendu compte que, ben, les cristaux qui étaient générés par le froid, en fin de compte, ne se structuraient pas de la même manière en fonction des bonnes paroles, on va dire, pour simplifier, et des mauvaises paroles. Dans les mauvaises paroles, on avait des cristaux qui étaient complètement, chaotiques, très moches à regarder, et de l'autre côté, on avait des cristaux tels qu'on peut les voir dans les flocons de neige. On avait, du côté bon, en fait, des bonnes paroles, on avait des cristaux qui étaient, dans la logique de ce que la nature, lorsqu'elle gèle de l'eau, et ben, voilà, c'est ce qu'on voilà, harmonieux, ce qu'on utilisait, enfin ce qu'on voyait dans la nature. Donc là, moi ça m'a ouvert l'esprit, je me suis dit: «OK, OK, heu, il y a bien derrière la matière qu'on utilise, hein, tous les jours, celle qu'on essaye de s'accaparer, celle qu'on essaye d'accumuler, ben, derrière non, il y a un message plus profond que ça. La matière, il faut l'utiliser, comme on doit utiliser toute chose, mais sans en abuser. Et la matière n'est qu'un réceptacle d'amour, en fin de compte, et ça, c'est vraiment très, très beau à comprendre. Et puis, ben, étant radiesthésiste, j'ai pu aller mesurer justement, tout ça. J'ai été mesurer, de l'eau, j'ai été, mesurer, des matériaux, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une cohérence aussi à ce niveau-là. Donc moi, au niveau
niveau de la radiesthésie, quand j'ai commencé, j'ai un professionnel qui m'a dit: «Tu as les capacités, tout le monde a les capacités d'être radiesthésiste. Le tout, c'est de s'étalonner». Donc étalonner son subconscient, c'est-à-dire habituer son subconscient à donner le résultat de ce que le conscient veut. C'est pas facile, hein, cet aller-retour entre conscient et subconscient, hein, pas évident. Alors, déjà la radiesthésie, on va démystifier la radiesthésie. Qu'est-ce que c'est? Alors ça a été, étudié très en profondeur par, monsieur Yves Rocard, le professeur Yves Rocard, le père de Michel Rocard, hein, l'ancien premier ministre. Alors Yves Rocard, lui, est le père du projet nucléaire français, hein, et donc voilà, c'est pas quelqu'un, qui sort comme ça de n'importe où. Puis à sa retraite, lui, s'est intéressé à ces phénomènes, il a voulu les comprendre. Malheureusement, les scientifiques osent aller sur ces phénomènes-là une fois qu'ils sont à la retraite, sinon ils ont trop à perdre, et voilà, c'est malheureusement, toujours comme ça. Mais lui, il a quand même eu le courage, à la fin de sa carrière, d'étudier la radiesthésie. Puis il s'est rendu compte, voilà, qu'il y avait une réalité physique. C'est-à-dire que dans le corps, on a, de l'aimant naturel, et cet aimant naturel, en fait, il est connecté au système nerveux, qui lui-même sont connectés aux muscles, et puis le pendule ne fait qu'amplifier les mouvements involontaires de la main. Lorsque on veut mesurer un objet, on veut mesurer la présence de l'eau dans le sol, en fin de compte, on va détecter le champ électromagnétique qui se dégage des objets ou d'un terrain. Et en fin de compte, les cristaux vont entrer en résonance avec ce champ électromagnétique modifié, hein, puisque l'eau, en fin de compte, modifie à certains endroits où elle est positionnée, par exemple un croisement de sources, le sourcier va détecter la modification du champ électromagnétique. Les cristaux d'aimant naturels du corps vont réagir et donner l'information aux nerfs, aux muscles et aux bras, ce qui va permettre au pendule d'amplifier un mouvement. Donc on a quelque chose de cohérent. Moi, ça m'a sécurisé en fin de compte dans les recherches que je réalisais sur la radiesthésie. Voilà, donc ça permet de comprendre en partie le phénomène. Ensuite, donc sur les mesures que j'ai pu réaliser, ben, je me suis rendu compte que plus un matériau est lourd, dense ou poreux, et plus il va capter, en fin de compte, de l'information vibratoire. Et puis plus, à l'inverse, un objet est léger, lisse, et moins il va capter l'information vibratoire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai fait ces tests sur la matière, je me suis rendu compte que l'eau, l'huile ou les corps gras, plus généralement, ont cette capacité d'enregistrer les émissions vibratoires et de les garder en stockage, en fait. Donc il y a une forme de mémoire, que ce soit la mémoire de l'eau ou la mémoire des huiles. Et c'est très très intéressant parce qu'on se rend compte que, par exemple, dans la religion, et ben c'est ce qu'on utilise. Certaines huiles, certains onguents, la sainte crème, lorsque on parle comment dire, de la royauté française, hein, on mettait la sainte crème sur le futur roi. Voilà, donc on utilise en fin de compte les mouvements religieux ou spirituels ou occultes utilisent les mêmes matériaux. La cire d'abeille aussi, la cire d'abeille c'est un matériau qui est exceptionnel. L'Académie des sciences françaises dans les années 60 a découvert que la cire d'abeille avait la capacité d'emmagasiner, de capter les émissions cosmiques. Quand je parle de cosmos, enfin, je parle de l'espace, hein, les émissions qui sont générées par le Soleil, par exemple. Donc voilà, tout doucement, vient se dessiner, grâce à mes mesures radiesthésiques, euh, vient se dessiner un début d'explication à certains phénomènes euh, ancrés dans la matière. Donc ça c'est très intéressant, on va en parler après sur les phénomènes inexpliqués. Mais voilà, ça mettait déjà une bonne base pour comprendre que la matière, effectivement, n'est pas seulement quelque chose que l'on peut palper, c'est quelque chose aussi qui rayonne et qui transfère, qui accumule de l'information. Voilà, donc c'est les 2 premiers chapitres, conscience et matière, qui m'ont permis d'avancer plus loin, sur les chapitres suivants. Alors effectivement, c'est ce que j'ai commencé à comprendre,
au fur et à mesure des enquêtes de terrain, je me suis dit qu'en fin de compte, certaines victimes de ces phénomènes inexpliqués devaient être en grande partie la source de ces phénomènes inexpliqués, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. En fait, il y a 2 cas que je peux citer, 2 enquêtes que j'ai réalisées sur le terrain. Une première, c'était une dame qui nous a appelés, en disant voilà, depuis plusieurs nuits, on a les jouets des enfants qui se mettent en route dans la chambre de jeu. On enlève les piles parce que c'est infernal, c'est pas uniquement un jouet, c'est plusieurs jouets sans lien entre eux, hein. C'est des sensations de présence, des objets qui se déplacent. Voilà, il y avait une grande, grande angoisse de la part de cette dame. Donc au début, on n'a pas pu s'y rendre tout de suite, donc il avait fallu la faire patienter. Et pendant plusieurs jours, j'ai eu cette dame terrorisée au téléphone. Et puis je me rendais compte qu'à chaque fois que j'essayais de la faire relativiser, ou de lui demander si par exemple, parce qu'elle avait des chiens, des chats, si ces animaux ressentaient des choses, s'il y avait des grognements, tout ça. Alors elle me disait non, et le lendemain, elle revenait vers moi en me disant mais si, en fait, si. Alors j'ai dit bon, est-ce que votre mari, lui, ressent les mêmes choses? Elle me dit non, pas trop. Il constate les phénomènes physiques, mais les sensations de présence, il ne les ressent pas. Et puis le lendemain, elle me dit bah, écoutez, mon mari vient de se faire griffer cette nuit. C'était même pas griffer, c'était mordre. Donc il y avait voilà, et le mari, bon, il m'a bien dit que quand il a senti la douleur, c'était pas sa femme qui était en train de le mordre, hein. Il était de l'autre côté de son lit, il a été réveillé sur un instant, le temps d'allumer, sa femme était tournée dos à lui. Enfin, voilà, c'était. Donc je me dis c'est bizarre. Au fur et à mesure que j'avance, que je lui demande des choses, le phénomène évolue en fonction de mes questionnements. Donc j'ai évité de parler de ses enfants parce que j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention. Et quand on s'est rendu chez elle, donc elle nous a expliqué un petit peu tout ce qu'elle vivait, mais on lui a fait remplir un petit questionnaire, tout ça séparément avec le mari. Et puis en relisant tout ça, on s'est rendu compte, en fin de compte, que le phénomène déclencheur, c'était le fait d'être tombée enceinte. Elle venait d'apprendre qu'elle était tombée enceinte, et dès le soir même, ça a commencé. Et là, c'était la 3e ou 4e enquête sur les hantises, et c'est là que j'ai commencé à me dire ça a l'air d'être centré autour de cette dame. Et alors on a passé une nuit complète chez eux, on leur a dit qu'il n'y avait absolument rien de notre point de vue. Du jour où on lui a dit ça s'est complètement terminé. C'était fini. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'en fin de compte, d'émettre l'hypothèse que certaines personnes avaient cette capacité de cristalliser leur propre réalité psychique dans la matière. Alors ça, c'était le premier. Voilà, je spéculais encore à ce moment-là. J'ai une deuxième enquête qui me vient en tête, où là, on a fait la rencontre d'un monsieur en région parisienne. Donc, lui était vraiment exceptionnel. C'était une personne d'un niveau culturel supérieur, une capacité d'expression, une capacité à s'exprimer avec des mots choisis, avec même une attitude théâtrale qui était impressionnante. Alors c'est un monsieur qui est un professeur dans une très grande école où on forme des hommes politiciens, pour pas la citer, professeur de théâtre. Voilà, une capacité à se mettre en scène hors norme, et une culture hors norme, avec une vision des phénomènes inexpliqués très semblable à la mienne, c'est-à-dire très, très carrée. Voilà, lui il suivait les travaux de Jean-Pierre Petit, hein, qui a un peu analysé la problématique OVNI au travers de l'affaire Humeau. Donc lui il suivait vraiment Jean-Pierre Petit, qui était un scientifique, et il fallait écouter les scientifiques. Voilà, donc vraiment quelqu'un qui n'était pas là à nous raconter des histoires de reptiliens, de voilà, tout ce qu'on peut entendre dans l'ufologie l'ufologie transatlantique. Là, on était dans quelque chose de très, très carré. Et puis, donc il avait vu des ovnis. Il avait vu un ovni une première fois, et puis des ovnis avec sa fille la seconde fois, quelques années après. 14 ovnis à la suite, sur une plage, entourée de plus de 300 personnes, et il n'y a que lui et sa fille qui les ont vus. Donc
très bizarre parce qu'on a fait d'autres enquêtes de terrain, notamment sur un ovni à Beauvais, où il y a eu 9 témoins dans toute la ville qui ont filmé la nuit les choses. Donc là non, il y avait 300 personnes autour de lui, il était dans une station balnéaire du département de la Somme, et ils étaient les deux à l'avoir filmé, on a vu, pas filmé, pardon, photographié, donc on avait vraiment des choses tangibles, hein, voilà, et donc ils savaient faire la distinction entre des mouettes, des avions, des hélicoptères, voilà, et le ciel était voilà, occupé par tout un tas de choses, mais ces ovnis, nous on les a vus, il y en a eu 14. Sa fille nous l'a confirmé, elle avait 16 ans. Bon, donc je savais pas trop quoi en penser. Ce qui m'embêtait, c'était vraiment le fait qu'il était le seul à les avoir vus sur la plage quand même. Et puis au fur et à mesure, en fin de compte, qu'on avance, que lui nous tient un discours très posé, très scientifique, presque scientiste, sa fille en aparté nous dit, vous savez, mon papa, quand il était petit, il se passait des choses dans sa maison. Dans sa chambre, il y avait des choses qui apparaissaient, des objets qui bougeaient. Et là, j'ai tilté, puisque j'étais déjà dans la logique dans l'hypothèse de phénomènes autogénérés. Je me suis posé la question de savoir si, en fin de compte, cette personne n'avait pas cristallisé ses fantasmes les plus profonds. Parce qu'en fait, il avait déjà vu un premier ovni il y a quelques années et ça le turlupinait. En fait, il voulait en revoir. Il était, voilà, il allait à ce qu'on appelle les repas ufologiques, qui sont une association d'ufologues au niveau national, un peu, ils font des colloques un peu dans toute la France, donc il était abonné à ça. Il avait une petite diapositive de réseau de diffraction. En fait, c'est une petite diapositive. Dans l'optique, on voit un ovni, on prend ce petit filtre traité qu'on pose devant l'appareil photo, et ça va donner le spectre lumineux de l'appareil, ce qui peut donner la composition matérielle de l'objet. Donc lui, il avait toujours ça dans la poche. Je me suis dit, il était vraiment prêt. Et puis, parole importante, lorsqu'il était sur la plage, 5 minutes avant que les phénomènes commencent, il regarde sa fille et dit très sérieusement, ça c'est un temps à voir des ovnis. Et sa fille il croule de rire, qu'est-ce que tu me racontes? Et à partir de là, ils en ont vu 14. Alors voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, sa fille nous a raconté d'autres choses. Elle nous a dit, oui, une fois, j'étais chez le dentiste avec mon papa, il m'a emmené en moto, et puis on a garé la moto sur le parking. Donc le papa a dit, oui, c'est vrai, cette histoire, c'est incroyable. Ils ont été faire le soin dentaire. Quand ils sont ressortis, ils se sont rendus compte qu'il avait plu, et qu'il n'y avait pas de place dans le cabanon à moto, et donc la moto était sur le parking, et qu'elle allait être donc mouillée. Et son papa lui dit, avec cette intonation qui lui est propre, très artistique, si seulement la moto pouvait être sèche, si j'avais pu ramener un chiffon. Et ils vont à la moto, et là, la moto est sèche, complètement sèche. Et c'est là que j'ai eu la confirmation, parce que pour eux, c'était des choses complètement décousues. Moi, j'avais déjà imbriqué les choses, les unes aux autres. Évidemment, quand j'ai commencé à lui expliquer quelques semaines après l'analyse de situation, il me l'a rejeté, il m'a rejeté ça. Il m'a dit, vous vous rendez pas compte, ce que vous me dites, c'est hors de propos, c'est n'importe quoi, ce sont des ovnis, des objets qui viennent d'un autre monde, ce n'est pas possible. Et j'ai eu un rejet de la part de quelqu'un qui avait pourtant une très forte culture, une qualité intellectuelle hors norme, et qui m'a rejeté ça. Et alors bon, voilà, je suis resté là-dessus. Avec ces expériences-là, il y en a eu d'autres. Mais ce qui a été vraiment un tournant pour moi, ça a été ma propre expérience personnelle. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en vacances dans un petit village qui s'appelle Villemoustousou, qui est à côté de la ville médiévale de Carcassonne. Et un soir, voilà, j'avais amené mon matériel de radiesthésie, mon pendule, différents émetteurs de radionique. Et un soir, j'ai trouvé le temps, parce qu'on faisait beaucoup de balades, on était en vacances, on était dans une petite maison qu'on ne connaissait pas, c'est une maison qu'on louait. Je me suis dit un soir, ah là on a moins marché, je suis moins fatigué, tiens je vais faire un peu de radiesthésie. Donc je me suis amusé à charger un verre d'eau avec mon pendule, et puis j'avais acheté un joli cristal de quartz. Je me suis dit tiens je vais mettre le cristal de quartz dans l'eau, et demain je vais remesurer le cristal pour voir si la charge que j'ai mis dans l'eau va être transférée au cristal. Donc tout en chargeant cette eau,
Je regardais la télé machinalement. Ma femme était là à regarder la télé, puis machinalement je chargeais, j'étais concentré dans ce que je faisais, mais des fois, comme tout le monde, hein, quand on a un écran sous les yeux, on peut pas s'empêcher de regarder. Je regardais un peu l'écran et puis des fois je repartais, voilà, c'était très ponctuel. Je repartais dans la charge de mon eau. J'ai posé le cristal dans l'eau et on est parti se coucher. Et là, j'ai vécu une hantise, je peux vous l'affirmer. Je me suis retrouvé à la place de ces gens-là. C'est-à-dire que la nuit, on a été réveillé par la télé qui s'est rallumée plusieurs fois de suite, des sensations de présence, les enfants qui se sont réveillés à plusieurs dizaines de minutes d'intervalle, à ce moment-là ils étaient petits, et qui criaient qu'il y avait quelqu'un dans la maison, quelqu'un dans les pièces. Ça a été abominable, hein. Je vous le cache pas, on était tous terrorisés. Et puis là, j'ai pris du recul parce qu'instinctivement on a tendance, ce que je disais avec la matière, à externaliser les choses, à dire non, ce sont des phénomènes extérieurs à nous. Ce sont peut-être des fantômes. Et puis en fait, mon avis a changé au fur et à mesure quand j'ai rencontré un prêtre exorciste notamment qui m'avait expliqué que lorsqu'il exorcisait, il remarquait qu'il y avait la plupart du temps l'utilisation chez ces gens qui avaient de gros problèmes, voilà. Après, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière quand on fait un exorcisme. Bon, moi, je ne m'engagerai pas sur cette voie, mais en tout cas, il m'a dit que par expérience, il s'était rendu compte, pardon, que les gens qui utilisaient la radiesthésie, la taromancie, les arts divinatoires, étaient plus susceptibles de rencontrer ces phénomènes. Alors moi, j'ai retiré toute cette gangue religieuse, hein, il m'a dit que c'était dangereux pour l'âme. Moi, j'ai retiré toute cette gangue religieuse et je me suis dit, mais si, bien sûr, la conscience humaine, si elle est mise dans un état particulier, elle a une capacité à cristalliser dans la matière ce qu'elle souhaite. Et j'ai cherché un petit peu dans ce que la science, telle qu'on l'entend, ce que la science avait pu trouver dans ce sens. Et moi, j'ai trouvé l'expérience de la fente de Jung. L'expérience de la fente de Jung consiste à envoyer des particules de photons, en fin de compte, des particules de lumière, sur une cible. Et lorsqu'on envoie des particules comme ça et qu'on regarde le résultat, si on regarde au mur ce qui se passe, on se rend compte que la lumière réagit comme une onde, c'est-à-dire qu'elle va potentiellement rayonner sur le mur en fait par bande. Vous pourrez vous y intéresser si vous allez sur internet, ce sera beaucoup mieux expliqué que moi, mais voilà, c'est un phénomène ondulatoire. Par contre, si l'expérimentateur, la conscience de l'expérimentateur cherche à regarder le photon pour comprendre comment il fait pour passer par plusieurs chemins en même temps, le photon va faire un choix. Il va choisir de passer sur un seul emplacement en fin de compte et on n'aura en fait qu'un point lumineux en face. En fait, on a le photon qui réagit, donc une forme de matière, qui réagit à la conscience de l'observateur. C'est là que je me suis dit qu'effectivement il y avait quelque chose à creuser à ce niveau-là et que une majorité de phénomènes inexpliqués sont en fait des phénomènes auto-créés par la conscience des victimes qui sont à la fois victimes et bourreaux. Alors voilà, on a fait le nettoyage, le premier balayage, en fin de compte, de ce qu'est la conscience, de ce qu'est la matière, de la capacité de la conscience à créer une forme de réalité, à être auto-créatrice de sa réalité. C'est l'exemple que je donne à propos des phénomènes inexpliqués. Une majorité de phénomènes inexpliqués, notamment les phénomènes de hantise, sont des phénomènes auto-générés par un psychique en difficulté, lors de crises émotionnelles par exemple. On a le cas des poltergeists, hein, par exemple. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai balayé ça, je vais plus loin. Je me dis, bah ok, mais maintenant, il y a forcément, s'il y a des consciences ici sur Terre, il y a forcément d'autres consciences ailleurs. Donc, j'ai étudié aussi ces phénomènes-là pendant les 3 années dans notre association, au travers des ovnis. Phénomènes ovnis, on a eu l'occasion d'en traiter plusieurs sur la région Picarde à l'époque. Et c'est pareil, on a une vision de l'OVNI aujourd'hui, ce qu'on appellerait de tollé-boulon. C'est-à-dire que pour nous, le phénomène OVNI, enfin pour la majorité des gens qui y croient, hein, mais aujourd'hui je pense qu'on ne peut pas nier l'existence d'autres vies dans l'univers. Bon, maintenant dire qu'il y a des soucoupes volantes, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il y a tellement de témoignages
même au niveau militaire, hein, officiel. L'armée belge, à l'époque, quand il y a eu la vague belge, a reconnu avoir filmé, avoir poursuivi des ovnis. Donc on ne peut pas nier, ça c'est l'un des rares gouvernements à l'avoir officiellement reconnu. Hein, il y en a d'autres maintenant, mais voilà, donc on est sur quelque chose de tangible, un phénomène pris vraiment au sérieux par les autorités de tous les pays du monde. Et ça, faut le creuser. Hein, c'est ceux qui en rigolent sont des gens qui n'ont pas creusé. Mais si on le creuse, hein, on pourra notamment aller voir le rapport Cometa qui avait été remis à Lionel Jospin et à Jacques Chirac par l'armée, qui explique que le phénomène OVNI est un phénomène réel et qu'il est important pour la sécurité nationale de l'étudier. Donc voilà, je donne quelques exemples pour les gens qui ne sont pas encore convaincus. Donc, sous l'angle des phénomènes OVNI, donc, où la question était les consciences ailleurs, hein, je pense qu'elles sont effectivement pas si loin de nous, qu'elles sont déjà effectivement présentes dans notre réalité, notamment depuis l'ère nucléaire. On s'est rendu compte mathématiquement, statistiquement, qu'il y avait eu beaucoup d'ovnis à partir du moment où on a commencé à faire exploser les premières bombes nucléaires. Ça, c'est mathématique, hein, statistique. Mais j'ai fait un constat. Je me suis dit, aujourd'hui, le paradoxe de Fermi est encore présent. Alors que Fermi, c'était un scientifique italien qui a travaillé pour le gouvernement américain. Après, il a été reconnu, naturalisé. Et Fermi, qui travaillait sur le nucléaire, à un moment, avec ses collègues, s'est posé la question. Il a dit, voilà, il a fait un calcul, il dit, il y a tant d'étoiles dans la galaxie, il y a tant potentiellement de vie. Enfin, il s'est rendu compte qu'avec ce calcul-là, il arrivait à plus de 1. Donc il dit, évidemment, qu'il y aura de la vie. Mais le paradoxe de Fermi, c'est, voilà, il y a tout ce constat qui milite en faveur de l'existence d'autres consciences, d'autres vies, mais au final, on n'en trouve pas. Mais où sont-ils? Voilà, c'est la question de Fermi. Où sont-ils? Alors, moi, j'ai regardé sur le terrain. J'ai été rencontrer des témoins d'OVNI, des témoins de première main, hein, des gens, notamment un exemple d'un couple. Le monsieur ne croit pas du tout en ça, ils sont loin de tout ça. Ce monsieur-là, il est garagiste et sa femme est comptable, hein, donc des métiers très ancrés dans la réalité. Mais ils se sont retrouvés un soir, alors qu'ils rentraient d'un repas de famille, sur une route à côté de Meaux, donc un endroit très emprunté, très dense en termes de présence humaine. Ils se sont retrouvés sur la route face à un énorme ovni, une sphère dorée d'une bonne vingtaine de mètres de diamètre, quelque chose d'énorme. Et lui, ce monsieur garagiste, hein, il voulait peut-être savoir comment ça fonctionnait, il tombe sur ça, ni une ni deux, il s'arrête. Il va dans le chemin de terre, sa femme lui hurle de ne pas le faire, de se calmer, mais non, lui il veut voir, il veut comprendre. Il n'y croyait pas, puis là il a quelque chose sous les yeux, donc il va sous l'OVNI, hein. L'OVNI est à, on va dire, une quarantaine de mètres au-dessus de lui, 40, 50 mètres, il va en dessous, pas de problème. Moi perso, j'aurais pas été, avec tout ce que j'ai lu sur la problématique de champ électromagnétique, il y a eu des cas de brûlure, hein, donc moi perso, j'aurais pas fait ça, mais il a été en dessous. Mais il a bien fait parce qu'il ne s'est rien passé. Il a regardé, et ils nous ont expliqué, alors on les a pris séparément et chacun leur a posé des questions, on leur a fait remplir des questionnaires qui étaient basés sur les questionnaires de MUFON, qui est une association américaine d'ufologie et qui a aussi une antenne en France. MUFON France, donc nous on était un peu en contact avec ces gens-là, donc on leur a posé des questions, on a fait ça vraiment carré comme il le fallait, et ils nous ont sorti les mêmes trucs, ils nous ont raconté la même chose, avec une problématique, moi, qui m'a tout de suite sauté aux yeux. C'est une problématique de temps qui passe. C'est-à-dire que ces gens-là se sont arrêtés 10 minutes sous l'OVNI. Quand ils sont rentrés chez eux, ils avaient une quarantaine de minutes de retard sur le temps passé, avec cette sensation d'être sous cloche. Autour de l'OVNI, plus de voitures sur la nationale, alors qu'eux étaient garés dans le chemin de terre, plus de voitures, plus d'oiseaux, plus de bruit d'avion. Comme si on se trouvait, selon leurs termes, elle m'a expliqué, c'était comme dans du coton, lui sous cloche, complètement coupé du reste du monde, comme s'ils étaient dans une espèce de bulle de temps générée par l'OVNI. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis régulièrement, quand on était voir d'autres personnes, c'est un peu ce qui est ressorti, cette notion
modification de la réalité temporelle. Ça, c'était quelque chose de récurrent. Alors bon, après j'ai beaucoup lu, hein, je me suis dit, ok, et j'ai lu plusieurs livres sur les ovnis, et puis je suis tombé sur un livre très bon de monsieur Éric Julien, qui est un pilote d'avion et qui a étudié ce phénomène. Il avait eu l'occasion d'être confronté à ça, et puis il a étudié beaucoup de choses très scientifiques sur des calculs faits par des savants russes, etc. Et il dit une phrase qui m'a ouvert l'esprit sur tous ces phénomènes-là. Il a dit que par ces calculs, ces mathématiciens-là en étaient arrivés à une constante. Plus il y a d'espace, et moins il y a de temps. Et moins il y a d'espace, et plus il y a de temps. C'est-à-dire que ce couple, espace-temps, est un espèce de couple qui recherche un éternel équilibre. Si on se trouve dans une densité matérielle forte, donc une matière très dense, le temps est segmenté et peu disponible. Si par contre, on dédensifie la nature de la matière, si la matière devient moins dense, moins matérielle, on va gagner du temps. Et c'est toute la problématique des ovnis en fin de compte. Les ovnis, il semblerait que ces ovnis-là, donc c'est un peu toute cette théorie qui commence à courir de plus en plus, ces ovnis créent leur propre temps, ou du moins se trouvent dans un temps différent d'une autre, où ils ont accès à plus de temps. On parle des particules de chronon, enfin le chronon, c'est pas une particule réelle, mais le chronon, en fin de compte, c'est des particules de temps comme les grains d'un sablier, en fin de compte. Et bien eux, c'est comme s'ils avaient à disposition plus de grains, et que le sablier, le trou du sablier était plus gros, pour laisser passer plus de temps. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand les gens font face à des ovnis, on a cette impression que l'ovni maîtrise la situation dans son intégralité. C'est comme s'il venait se greffer dans un film, il vient rajouter sa bobine au sein de la première bobine de film, il relance le film, et voilà, il maîtrise tout ce temps, et on n'arrive pas à le rattraper, on n'arrive pas à comprendre, voilà. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que même l'intégralité de tous les phénomènes inexpliqués sont des phénomènes dédensifiés en fin de compte, avec une matière beaucoup moins dense. La plupart des phénomènes inexpliqués qui font intervenir des consciences, en fin de compte une forme d'intelligence, on soupçonne une forme d'intelligence derrière ces apparitions, sont des apparitions qui arrivent souvent dans un flash lumineux, ou dans une sensation de chaleur, comme si une énergie, il y avait une entrée dans notre réalité qui se faisait avec une énergie qui explosait littéralement notre continuum spatio-temporel en fin de compte. Et que ce soit les apparitions mariales, que ce soit les ovnis, je prends des exemples très, très extrêmes pour un peu choquer les gens, mais on est là-dessus. Étudier les apparitions de la Vierge à Fatima au Portugal, à la fin de la 14-18, étudier le phénomène, notamment la dernière apparition qui est apparue devant plus de 50 000 personnes, avec des journalistes qui ont pris des photos. Lisez cette apparition de Fatima, et vous ne pourrez pas vous empêcher de faire le lien avec le phénomène OVNI. Et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du cloisonnement qu'on peut faire entre les ovnis, entre les apparitions fantomatiques, entre les apparitions religieuses. On a en fin de compte des phénomènes qui sont ancrés dans notre réalité temporairement, et qui apparaissent et disparaissent avec cette espèce de dégagement d'énergie et de chaleur qui ferait presque penser à une entrée d'un facteur exogène d'une réalité vers la nôtre. Voilà, c'est ce que je déroule dans mon livre en fin de compte. Hein. Voilà, là je suis obligé d'aller un petit peu vite, mais voilà. Et quand par exemple, si on étudie les études de Monsieur Philippe Guillemont, qui est un chercheur réputé, ou d'Émile Pinel, ou de Jacqueline Bousquet, tous nous décrivent effectivement une réalité multiplan. Alors je vais vous donner l'exemple de Philippe Guillemont. Philippe Guillemont, il a créé un programme très simple, très simple en apparence, qui fait visuellement circuler donc c'est sur ordinateur, hein, des boules de billard sur une plateforme, sur une table de billard.
Et puis en réalisant son programme informatique, il se rend compte que pour être capable, dans cette réalité première, cette réalité physique, on va dire, de premier niveau, de faire, de réaliser les impacts des boules entre elles, les chocs entre elles, il est obligé d'avoir des surprogrammes qui vont calculer, parce qu'au fur et à mesure que les boules vont se taper, les impacts vont être de plus en plus complexes entre toutes ces boules. Il va être obligé d'amener au moins 3 niveaux de surprogramme au-dessus de cette première réalité pour garder la cohérence du premier niveau de réalité. Et ça, il l'a prouvé informatiquement. Donc on peut imaginer qu'effectivement, notre réalité, elle est multiplan. Elle est multiplan et que ces phénomènes inexpliqués, en fin de compte, ils viennent sûrement de ces plans supérieurs, où on a à disposition plus d'informations, beaucoup plus d'informations, mais de l'information au détriment de la matérialité du phénomène, une forme de dématérialisation. Voilà, pour moi aujourd'hui, la vision que l'on a de la matière et du temps, alors, elle est moyenâgeuse. Il y a encore, à l'époque du Moyen-Âge, on avait l'image d'une terre plate, et aujourd'hui, on a compris que c'était sphérique. Et aujourd'hui, on a encore cette vision d'un temps plat, linéaire. Donc, c'est une forme de chronocentrisme. Et en fait, non, moi je suis persuadé aujourd'hui, les scientifiques aussi, de plus en plus, le disent, le temps et l'espace, il est multiple. Il est multiple et penser que tout le monde vit avec le même temps présent, c'est se leurrer. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les occultistes ou les scientifiques de pointe, on commence à comprendre ces phénomènes et à avoir ce genre d'explication. Voilà, concernant la conscience ailleurs. Alors voilà, effectivement, j'ai expliqué les consciences ailleurs. Là maintenant, on va revenir sur la matière, mais qu'est-ce qui se passe derrière la matière? Le fonctionnement de notre planète et du cosmos plus largement, sous l'œil de la géobiologie et de la radiesthésie. Alors, je vais revenir sur la radiesthésie parce que tout à l'heure j'ai expliqué la méthode pour détecter l'information, mais j'ai pas expliqué ce qu'est la nature de cette information. Alors il y a des scientifiques de pointe aussi qui ont essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière notre réalité. Je parlais des surprogrammes du programme de Philippe Guillemont. Et ben il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé une explication qui pourrait coller. C'est notamment Jacqueline Bousquet et Émile Pinel. Ce sont eux aussi des chercheurs du CNRS qui ont été marginalisés parce que justement ils ont essayé d'avoir cette vision holistique et de rapprocher les sciences occultes, la mystique et la science, et ils ont été un peu rejetés. Mais je vous conseille d'aller voir les travaux d'Émile Pinel. Il a fait un livre, alors je le mets dans ma bibliographie à la fin de mon bouquin. Et ce monsieur, par les mathématiques, il a réussi à expliquer l'intégralité des phénomènes biologiques et au-delà des phénomènes psychiques et spirituels, par les mathématiques uniquement. Pour faire simple, il a expliqué que notre réalité, elle était faite de 3 champs, un champ P1, P2 et P3. P1, P2, P3, un champ de réalité matérielle, le nôtre, un champ purement spirituel, et un champ intermédiaire qui fait la transmission entre le champ purement spirituel et le champ physique. Alors si on regarde les religions, on peut par exemple comparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vous voyez, je lis aussi, moi, je fais un lien avec la religion. Mais je pense que dans les religions, on avait des gens aussi, alors, il y avait un peu de tout, mais il y avait dans les fondamentaux des gens à l'époque, des vrais intellectuels. Donc le Saint-Esprit serait, entre guillemets, l'un de ce champ intermédiaire qui fait le pont, en fin de compte, entre le Père et le Fils, le Père étant le pur spirituel et le Fils celui du plan matériel. Donc Jacqueline Bousquet et Émile Pinel étaient plutôt dans cette logique-là. Et moi j'ai découvert le travail d'Émile Pinel et de Jacqueline Bousquet par un autre scientifique qui s'appelle Laurent Souriau, qui est un ami, un physicien,
voilà, de haut niveau, qui s'est intéressé à la radiesthésie, qui a écrit un livre qui s'appelle Les émissions duoformes vues par un physicien. Et j'ai discuté avec lui, je l'ai rencontré aussi chez lui, on a fait des expérimentations sur la radiesthésie ensemble, mais je lui dis: «Alors qu'est-ce qu'on capte en fait? Qu'est-ce qu'on capte nous alors les radiesthésistes?» Et il m'a dit: «Écoute, j'ai eu Jacqueline Bousquet avant qu'elle décède, quelques années avant, je l'ai eue au téléphone. Moi, elle m'a dit qu'en fin de compte, l'information qui nous était donnée, c'est l'information qui vient des particules cosmiques, et notamment de notre soleil local, notre soleil, qui envoie ce qu'on appelle des neutrinos.» Mais je lui dis: «Non, mais les neutrinos n'interagissent pas avec la matière.» Il me dit: «Si, certains. Certains, qui s'appellent des neutrinos monopôles, au contact du champ électromagnétique terrestre, ils vont se charger d'une charge positive ou d'une charge négative.» Ah, je lui dis: «C'est intéressant parce qu'en radiesthésie, on parle d'émissions vibratoires négatives et d'émissions vibratoires positives.» Il me dit: «Oui, mais c'est logique, c'est lié à ça.» Et en fait, compte, ces neutrinos monopoles sont chargés non seulement électriquement oui, ils sont chargés électriquement ou magnétiquement, mais en plus ils captent et ils transmettent de l'information que le radiesthésiste capte. D'accord. Je lui dis: «Comment toi tu peux prouver ça?» Ben, il me dit: «Moi je me suis posé la question, je me suis dit si ce sont des charges magnétiques, si j'utilise un émetteur d'émission duoforme, donc un émetteur qui va capter ces fameux neutrinos monopoles, euh, je vais par exemple être en capacité d'aimanter de l'aluminium, alors que l'aluminium n'est pas un métal, aimantable, hein.» Et j'ai réussi. Il m'a dit: «Je l'ai mis dans mon livre, j'ai réussi à aimanter de l'aluminium.» Je dis: «Incroyable, super, donc oui, effectivement, là, ça rend le sujet beaucoup plus crédible.» Il me dit: «Oui, effectivement.» Donc, moi, je me suis lancé là-dedans, hein, ça faisait un moment que je faisais déjà des émetteurs d'émissions duoformes. Donc, on a travaillé un petit peu ensemble, on a fait quelques tests. Puis je me suis rendu compte que, par exemple, dans mon étalonnage à moi, eh ben, alors comme oui, j'ai pas expliqué l'étalonnage. En fin de compte, j'utilise ce qu'on appelle une échelle de Bovis. En fait, c'est un demi-cercle gradué avec des chiffres. Alors ces chiffres-là ne veulent rien dire en tant que tel. C'est en fin de compte le chiffre que je vais trouver en lien avec mon subconscient. C'est-à-dire que si je mesure un objet, le pendule, mon subconscient va, mes muscles inconsciemment vont bouger et envoyer le pendule sur un chiffre. Et ce chiffre, mon subconscient s'étant étalonné sur ces chiffres-là, pendant 3 mois, je me suis étalonné pour avoir cet étalonnage-là, et ben, il va me donner un chiffre qui va correspondre à une information que moi, consciemment, je vais pouvoir interpréter. Alors on s'est rendu compte qu'en mesurant chacun avec la même échelle, on avait une différence de 2000 à 3000 UB, parce qu'en fin de compte, on n'était pas étalonné de la même manière. On n'avait pas le même langage. Voilà. Donc, lui parlait en miles et moi en kilomètres. En fin de compte, son zéro à lui, pour moi, il était à deux. Pour moi, c'était 2000. Voilà, je trouvais le chiffre de 2000. Quand lui est à zéro, je trouvais 2000. On avait toujours, c'était rigolo en plus, hein, toujours 2000 unités de différence sur tous les mêmes objets. Donc c'était vraiment flagrant, flagrant. Et là, je comprenais que mon histoire de conscient-subconscient, d'étalonnage, était réelle. Voilà, parce que j'avais quelqu'un à côté de moi qui trouvait toujours le même différentiel sur les mêmes objets que moi. On avait le même différentiel. Voilà, toujours 2000 unités à peu près. Voilà, donc on a pas mal travaillé ensemble sur ce sujet-là. On a pu faire pas mal de tests. Et j'en suis venu effectivement à valider cette notion d'émission qui viendrait informer, d'émission solaire qui viendrait informer le radiesthésiste en fonction des réponses qu'il souhaite avoir à ces questions. Et puis en allant plus loin, j'ai même trouvé un cas qui pourrait confirmer ça. C'est un radiesthésiste qui a tenté de retrouver la présence d'un cours d'eau dans un champ qu'il connaissait, qu'il avait déjà testé, au moment de l'éclipse solaire de 99. Au moment où l'éclipse est passée sur lui, il a perdu toutes ses facultés. Il n'avait plus la possibilité de mesurer l'information et de détecter l'eau, en fin de compte. Donc là, j'ai eu clairement confirmation de nouveau sur cette réalité des émissions d'informations qui viendraient en provenance du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil serait à la fois notre générateur alimentaire, hein, parce que c'est grâce à lui que la photosynthèse peut se faire, mais en plus, au-delà de nourrir nos corps, il est capable de nourrir notre esprit. Et ça, c'est exceptionnel, exceptionnel pour comprendre tous ces phénomènes. Alors, j'ai été plus loin,
parce qu'on parle de fonctionnement planétaire. Je me suis dit, mais alors, effectivement, ces émissions arrivent sur le champ électromagnétique terrestre, mais comment ils circulent ensuite? J'ai creusé ça, j'ai creusé, et puis j'ai trouvé, par plusieurs sources, j'ai trouvé l'existence d'une grille que j'appelle cosmotellurique. C'est une espèce de grille énergétique de base triangulaire. Alors après, quand on dézoome sur l'ensemble de la planète, c'est une base hexagonale, un maillage, enfin une succession de mailles en fait, de niveau primaire. Après, on a un maillage de niveau secondaire, tertiaire, quaternaire et quinaire. En fin de compte, c'est de la géométrie. Quand on trace, au fur et à mesure qu'on trace, on se rend compte que voilà, il y a 5 maillages. Je le mets dans mon bouquin, je vous ai mis quelques cartes pour expliquer. Voilà. Et une fois que j'avais cette grille, là, tout un champ de découverte s'est ouvert à moi. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais positionner l'intégralité de mes phénomènes inexpliqués étudiés pendant mes 3 ans dans l'association. Je pouvais les mettre dessus, en fait. Ils étaient sur des lignes ou des nœuds. Mes ovnis, mes hantises, mes phénomènes géobiologiques. Et puis en allant plus loin, parce que j'ai réalisé ce maillage-là sur mon petit territoire local du département de l'Oise, et plus particulièrement le secteur du Compiègnois, donc de Compiègne. Et ben, moi qui connaissais bien mon territoire, qui m'intéressais à l'histoire notamment, avec les temples gaulois, les mégalithes, parce qu'il y a des mégalithes aussi en Picardie, pas uniquement en Bretagne, les cathédrales gothiques, qui sont vraiment chez nous nombreuses, c'est le cœur du mouvement gothique, la Picardie et le nord de la France. Et ben, je retrouvais l'intégralité de ces monuments à connotation religieuse sur mes mailles. Précisément, l'intégralité des cathédrales gothiques, une grande partie des mégalithes, la plupart, ces phénomènes inexpliqués. Et là, ça m'a ouvert de nouveau tout un pan de réalité. Et là, des questions viennent. Effectivement, ok, il y a un fonctionnement planétaire, mais comment l'être humain, notamment les plus anciens, c'est-à-dire que plus on regarde dans le temps, plus les constructions sont anciennes, et plus la maîtrise, la connaissance de ce maillage est réelle. Les mégalithes sont inscrits à la perfection sur ce maillage. Alors après, la plupart des églises sont réimplantées sur des anciens lieux de culte, qui étaient souvent des lieux où on avait des mégalithes ou des fontaines, curatives, des sources qui guérissaient. Et puis les religions se sont réimplantées sur les lieux païens. Donc après, on peut imaginer que ce n'est qu'une récupération de lieux déjà découverts, mais les lieux, ces lieux-là, quand on avait des mailles, des lignes de force, on a des lieux, enfin des monuments religieux ou des mégalithes qui s'implantaient dessus. Et ça m'a vraiment, vraiment surpris. Voilà. Alors justement, c'est la question que je me suis posée. Je me suis demandé, mais ce fonctionnement planétaire, il a l'air d'être complètement ancré dans notre vie, puisque les mégalithes qui sont arrivés sur l'Europe, en Bretagne, puis ensuite sur nous, en fait, en provenance de l'Ouest. Le phénomène mégalithique, il est arrivé de l'Ouest, des côtes bretonnes, et puis il est rentré dans le territoire. Comme si une vague migratoire de ce qu'on va appeler le peuple des mégalithes est arrivée par l'Atlantique. Là, je laisserai les gens spéculer, mais je pense que certains comprendront à quoi je fais allusion, mais j'irai pas plus loin. Je fais juste le constat que les premiers mégalithes sont arrivés de l'Ouest. Voilà, on a un peuple qui est arrivé là, qui est censé ne pas encore avoir acquis les fondamentaux de l'agriculture et de l'élevage, et qui se complique la vie à soulever des grosses pierres, et souvent à pas les implanter juste à côté du lieu d'extraction, mais d'aller faire quelques kilomètres pour l'implanter à un endroit précis, souvent à côté d'une source curative, dite curative, ou alors sur un mont, ou sur une colline, comme pour obtenir un effet colline. Voilà, ça c'est... Et puis ensuite, on a les mouvements religieux qui soit réimplantent sur des anciens sites, souvent on a des cathédrales implantées sur les sites de mégalithes. En fait, on a dans les fondations des cathédrales, des dolmens, des menhirs. Voilà, donc il y a cette volonté aussi de récupérer l'ancien culte, mais aussi, je pense, la force du lieu. Donc on a une volonté
spirituelle, en fin de compte, derrière, une connexion, de se connecter avec un phénomène qu'on ne maîtrise pas forcément. Alors, quels effets, quelles influences sur l'esprit humain? Alors, avant de partir sur l'influence sur l'esprit humain, déjà l'influence sur le corps humain. On a de nombreuses légendes qui font mention de guérisons spontanées ou miraculeuses quand on se positionnait sur ces menhirs pendant les feux de la Saint-Jean le 21 juin, pendant le solstice d'été, qui, je le rappelle, est le moment où les émissions solaires sont les plus fortes et les plus longtemps présentes dans la journée. Vous voyez, tout doucement, le maillage se dessine. Le soleil, il est présent pour une bonne raison dans nos fêtes religieuses. Voilà, le 21 juin, on allait fêter les feux de la Saint-Jean. On allait sur ces sites, ces petits sites locaux, des petites chapelles présentes dans la forêt, loin des villages, des petites fontaines où on allait pour se soigner, ou des monuments majeurs beaucoup plus grands. Voilà, une volonté de guérir, hein, et puis une volonté aussi de se connecter avec de l'information spirituelle, je pense. Hein, ces cathédrales qui sont étrangement réalisées avec des symboles, une symbolique, avec une forme de ces cathédrales qui pose question. Le phénomène gothique, j'en parle dans mon bouquin, il est arrivé spontanément. D'un seul coup, on s'est mis à faire du gothique dans toute l'Europe, et plus particulièrement en France. Il y a eu, alors je pense que les mouvements les moines cisterciens étaient en grande partie responsables, et puis l'ordre du Temple aussi, qui possédait l'argent, qui avait cette capacité à financer tout ça. Puis l'ordre cistercien, comme je le disais, qui avait cette connaissance mathématique. Il n'y a qu'à regarder l'implantation des abbayes cisterciennes. Moi, j'en ai étudié une pour vérifier si les cisterciens pouvaient être à l'origine de cette connaissance du maillage, ou de la forme des pierres, ou de l'aménagement mathématique pour capter la force du lieu. Et effectivement, on a un site qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle l'abbaye d'Oursecan, Chiry-Oursecan, qui est à côté de Noyon. C'était la plus grosse abbaye cistercienne du nord de la France, plus de 300 moines à l'époque, et ils sont sur une ligne de force. Ils sont bien sur une ligne de force. J'ai pu le vérifier sur mon maillage. Voilà, donc une volonté des hommes de se connecter pour se guérir, pour se connecter au divin, pour avoir accès à une information supérieure. Et puis plus loin que ça, je reviens au phénomène inexpliqué. Je parlais tout à l'heure des apparitions religieuses en parlant des ovnis. Et ben moi j'ai étudié les apparitions religieuses les plus connues, les apparitions mariales, celle de la Vierge Marie, et puis celle de l'archange Saint-Michel. Et puis on remarque toujours la même chose, une apparition religieuse qui se connecte auprès d'une personne, souvent quelqu'un de peu instruit, très souvent même des enfants, avec un message religieux fort et une volonté de demander l'implantation à un endroit précis, l'endroit de l'apparition, d'implanter un lieu de culte et d'enclencher une vague une vague de croyants sur ces lieux-là, un peu comme de l'acupuncture à échelle planétaire. Et j'ai retrouvé effectivement ces apparitions religieuses sur ce même maillage, que ce soit les apparitions mariage ou les apparitions de l'archange Saint-Michel. Et puis, j'ai voulu aller plus loin parce que ça ne me suffisait pas. Moi, je voulais du concret. Je voulais comprendre si mathématiquement il y avait une corrélation, une correspondance, quelque chose qui se répétait, quelque chose que je pouvais prouver. Alors j'ai étudié les apparitions de l'archange Saint-Michel. Je suis parti, logiquement, en bon français, sur le mont Saint-Michel, à la jonction entre la Normandie et la Bretagne, pour pas faire de jaloux. Et j'ai étudié effectivement cette apparition-là, et ce qu'elle a dit, et puis son implantation. Et je sais par ce maillage-là qu'il y a par le maillage cosmotellurique que j'avais retracé, qu'il y a une méridienne majeure qui dans l'axe pôle Nord, pôle Sud, qui passe sur le mont Saint-Michel. Puis je savais qu'il y avait une deuxième ligne majeure qui passait sur la cathédrale d'Amiens, sur Paris, à hauteur de l'église Saint-Sulpice,
très connu des occultistes. Voilà, 2 lignes parallèles, axe nord-sud. Et je me suis mis sur à même hauteur, en fin de compte, sur une même parallèle, et j'ai mesuré la distance entre les deux. J'ai trouvé un chiffre, 282 km 50. Alors je refais j'ai pas le détail sous les yeux, mais j'ai tout remis dans le livre. Donc j'ai obtenu une distance. Et puis je me suis dit, ok, d'accord, j'ai une distance, on va dire une espèce d'unité de valeur, une unité, 282,50. Maintenant, je vais regarder la distance entre le Mont Saint-Michel et le Monte Gargano. Alors, le Monte Gargano, c'est la première apparition officielle de l'archange Saint-Michel en Italie, sur un mont, où il a demandé l'implantation de nouveau d'un édifice religieux. Alors, j'ai mesuré la distance entre le Mont Saint-Michel et le Monte Gargano et je l'ai divisé par 282,50. Et j'ai trouvé un chiffre tout rond, de tête, je crois, c'était 6 méridiennes de différence. Tout rond. 6,01. Ok. Donc j'ai été regarder un autre site de l'archange Saint-Michel, qui est le Mont Saint-Michel anglais, qui n'est pas très connu, mais il existe, il ressemble, il est plus petit, mais il ressemble vraiment au Mont Saint-Michel français. J'ai mesuré aussi la différence entre le Mont Saint-Michel et le Mont Saint-Michel, enfin le Mont Saint-Michel français, le Mont Saint-Michel anglais. Et je suis tombé de nouveau sur un chiffre tout rond, 2 têtes, 3 méridiennes. Je me suis dit, incroyable, il y a l'air d'avoir une cohérence mathématique. Et là, je me suis dit, mais en creusant l'histoire de l'archange Saint-Michel et des apparitions mariales, déjà j'ai trouvé entre les deux des ressemblances folles, hein, avec rien que le symbolisme de l'archange Saint-Michel ou de la Vierge Marie qui écrase une forme serpentiforme. Moi, ça m'a parlé tout de suite. Et puis, j'ai reculé dans le temps. Je me suis dit, est-ce que les apparitions de l'archange Saint-Michel ou de la Vierge Marie, est-ce qu'elles existaient avant l'apparition de la religion chrétienne? Est-ce qu'on a la même chose? Et là, j'ai encore un pont de la réalité de la réalité historique, hein, palpable pourtant aussi, qui s'est ouverte. Je me suis rendu compte que la Vierge Marie, en fin de compte, la Vierge à l'enfant, la mère à l'enfant, assise sur un trône de gloire, elle existait depuis que l'homme était là, en fait. Un peu en arrière, on a Isis. Isis et son fils Horus, qu'elle nourrit au sein sur un trône, le trône de la régente du ciel et de la terre. Isis, c'est la fille de Nout et de Geb, donc la fille de la reine du ciel et du père de la terre. C'est comme ça qu'elle se présente, hein. Je suis reine du ciel et de la terre. Et puis on a plus loin encore les Sumériens, avec Ishtar, la déesse sur le trône, la déesse lumineuse, l'Immaculée, comme on l'appelait déjà à l'époque, l'Immaculée. Et quand on entend ce qu'a dit la Vierge Marie à Lourdes, je suis l'Immaculée Conception, on se dit, mais c'est quand même fort, avec les mêmes symboles, le chien qui revient régulièrement, l'étoile Sirius, la Rosa Canina, qui n'est autre que le rosier du chien, et Sirius dans la constellation du chien. On a tout un tas de symboliques réutilisées au travers de toutes les civilisations bien avant la chrétienté. Et puis du côté de l'archange Saint-Michel, on le retrouve aussi au travers de Shashmash, le dieu qui sort de la montagne pour réensemencer l'humanité, Viracocha, sur le lac Titicaca, qui jaillit de ce lac, qui est le lac d'altitude par excellence, toujours ce lien avec la montagne, hein, ou avec les monts. Et les monts, et ensuite le royaume souterrain. Alors, je donne comme ça des exemples, mais mathématiquement, est-ce que j'ai retrouvé le lac Titicaca dans mon calcul mathématique à 282 km 50, par exemple, pour l'apparition de ce réimpulseur de l'humanité côté Amérique du Sud? Eh bien, ça colle. J'ai un chiffre rond. Et j'ai retrouvé comme ça une vingtaine de sites qui sont dits des sites où la civilisation a été réimpulsée, hein, la chaîne, en Turquie, toute cette partie turque aussi, j'ai retrouvé ces monts sacrés, en fait, où la vie a été réimpulsée dans les légendes.
J'ai retrouvé ça en Asie, j'ai retrouvé ça en Amérique Nord. Et puis plus loin, je me suis rendu compte que tous ces monts où apparaissaient des ovnis, où apparaissaient des cryptides, c'est-à-dire des apparitions dans un flash lumineux, une apparition puis une disparition aussi nette, et bien tous ces grands lieux, en fin de compte, sont sur ces méridiennes et répondent à cette unité de 282 km/50 que j'ai réalisée à un endroit précis, puisqu'après les méridiennes, géométriquement sur une sphère, après elles s'écartent au fur et à mesure qu'on arrive sur l'équateur. Et à chaque fois, je ramène mes calculs à une latitude précise pour bien remettre les choses mathématiquement dans l'ordre, que ce soit cohérent, ces calculs. Sinon, on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Voilà, à chaque fois, j'ai remonté, en fin de compte, ces sites-là à la même latitude que le Mont Saint-Michel. Je les fais glisser sur la ligne au même niveau et je calcule la distance à ce niveau-là. Et j'ai retrouvé effectivement la plupart de ces sites. Je le mets dans le bouquin aussi. Voilà, c'était une très grande surprise pour moi. Voilà, c'est une information que je pense être inédite, puisque je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Peut-être que je me trompe, ou peut-être que des gens le savent aussi, mais voilà. Le fait est que ces phénomènes inexpliqués à l'échelle mondiale jaillissent de ces lignes-là. Du moins tous ceux qui ont réimpulsé, où on parle de dieux qui ont réimpulsé la civilisation, Viracocha, etc., Sashmash, l'archange Saint-Michel. Voilà, et j'ai voulu me rendre compte de combien il y avait de méridiennes, c'est une méridienne principale du premier niveau. Donc j'ai divisé effectivement le périmètre, le tour de la Terre, à hauteur toujours de cette latitude, par les 282 km/50, et je suis tombé sur un chiffre rond, 100. Voilà, 100. Donc ça a été pour moi un peu l'aboutissement de mon étude. Je suis parti de mécanismes d'influence planétaire, c'est la question, locaux, vraiment locaux, où j'ai trouvé des petits sites d'apparition mariale, notamment à Liart, Liart, où l'apparition mariale est apparue à un membre du Parti communiste. Donc elle a fait très fort, elle a été vraiment attrapée une personne, tout ce qui est plus athée. Voilà, elle a apparu à lui plusieurs fois. Donc voilà, c'était sur un nœud de force locale dans les Ardennes. Et puis en remontant jusqu'au niveau mondial, voilà, je me suis rendu compte que tous ces phénomènes inexpliqués étaient liés à une énergie captable par les radiesthésistes, voilà, et, que cette énergie qui parcourait la planète, elle rentrait en interaction physique, puisqu'elle guérissait, elle était en capacité de guérir les gens sur des lieux de religion, voilà, notamment au travers de la capacité de l'eau à guérir, les sources curatives. Mais qu'au-delà de ça, il y avait aussi effectivement des apparitions inexpliquées aussi au niveau mondial, voilà, qui agissent, qui sortaient comme ça, qui apparaissaient dans notre réalité. D'après mes recherches, moi je pense que l'on est des consciences en devenir. J'ai l'image, en fin de compte, d'un petit bébé que l'on place dans son couffin. Et puis au-dessus de lui, on suspend ces petits mobiles lumineux que l'on fait tourner. Voilà, des mobiles lumineux, parfois un peu grotesques, des petits avions, des petits cochons, des petites licornes. Et puis, on se demande pourquoi on fait ça. Pourquoi nous, en tant que parents, conscience plus éveillée, on souhaite positionner des petits mobiles comme ça aux yeux de nos nourrissons, de nos bébés. Parce qu'on veut les faire regarder vers le haut, ouvrir les yeux, tendre les mains, et puis comprendre, voilà, essayer de comprendre que derrière le couffin, il y a une autre réalité, tout simplement. Et puis, ma vision, parce qu'on parle de la conscience, donc là, voilà, on est des consciences en devenir, mais qu'est-ce que l'on est ? On est aussi des consciences projetées à la périphérie d'un grand millefeuille vibratoire, d'un grand millefeuille où le temps et l'espace, en fin de compte, ne se jouent pas de la même manière d'un plan à l'autre. Et on répond
en gros au paradoxe de Fermi par cette explication. Pourquoi ne les voyons-nous pas? Pourquoi l'univers nous semble si vide? Mais il nous semble si vide parce qu'on n'a pas le bon angle d'attaque. On n'a déjà pas les sens qui sont calibrés, la conscience et la conscience qui pilote le cerveau n'est pas calibrée encore pour comprendre ces apparitions fugaces d'ovnis, d'apparitions mariales, de fantômes, parce que l'univers il est multiplan, il est multidimensionnel. Les scientifiques nous le disent aujourd'hui par la mécanique quantique, par la théorie des cordes, mais nos occultistes et puis nos religieux d'une manière un petit peu plus enfantine aujourd'hui. Ces dogmes-là sont de plus en plus rejetés parce qu'on n'y met pas l'explication, on n'a pas réactualisé l'explication. Mais voilà, je pense qu'on est des consciences en devenir, encore loin de tout comprendre, au sein d'un univers multiple, multivibratoire, multitemporel, et on est à la périphérie, dans ce petit couffin, et on est tout juste pour l'instant en train de tendre la main vers ces mobiles lumineux. Au sein de ce millefeuille vibratoire, en fait, nous on se trouverait à la périphérie de ce monde. Et puis, pour répondre, nous à notre modeste niveau d'hommes non scientifiques, avec peut-être un manque de culture, eh ben, moi je vous invite à réfléchir en tant que personne issue du milieu rural, à regarder dans la nature ce que la nature, en fin de compte, nous donne comme message. Alors j'ai regardé un petit peu les choses, je me suis dit, on a un règne minéral. Ce règne minéral, lui, il est dominé par des lois physiques, géométriques. Puis après, on a un règne végétal, qui est déjà moins figé, qui lui commence à comprendre qu'il y a une réalité à l'extérieur de lui. Il y a un non-moi, il faut qu'il aille vers la lumière du soleil, il faut qu'il soit en compétition avec d'autres êtres vivants, d'autres végétaux, et puis même une certaine communication dans les racines en fin de compte. Il y a un livre dont j'ai perdu l'auteur, mais qui est dans ma bibliographie, qui explique que c'est un monsieur, un Allemand, c'est un ingénieur forestier, qui explique que les végétaux communiquent par leurs racines de l'information. Si un chevreuil vient grignoter une feuille d'un arbre, cet arbre va envoyer une information au moyen d'hormones, en fin de compte, dans ses racines, pour indiquer aux arbres d'à côté qu'il vient de se faire croquer. Et donc, ces arbres-là, en réponse, vont amener dans les feuilles une toxine pour rendre leur feuillage amer. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable de se dire déjà qu'on a déjà une expansion de conscience au niveau végétal. Puis au niveau animal, bah c'est la même chose, sauf que là, on rajoute la mobilité à l'animal. On lui donne des sens qui lui permettent d'acquérir aussi une forme de maîtrise émotionnelle, de ressenti émotionnel. Mais ils sont, par contre, cadrés par l'instinct de l'animal qui empêche cet animal d'aller au-delà de, 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 de l'instinct du groupe, de l'instinct de sa race. Et puis au-delà de ça, on a l'homme. L'homme, effectivement, étrange animal qui a en plus ce mental qui lui permet de se rendre compte effectivement du moi, du non-moi, ce qui est intérieur à lui-même et extérieur à lui-même, et puis de faire aussi l'expérience de la dualité, voilà, de toutes les gammes opposées d'émotions, de cadres de vie, de styles de vie. Voilà, le bébé qui se rend compte au début, qui se croit partie intégrante de sa maman, et puis ensuite qui commence à s'en séparer, voilà, qui fait l'expérience de la haine, de l'amour, qui fait l'expérience de la colère et de l'état de béatitude. Voilà, c'est une succession, en fin de compte, d'expansion de conscience. Et pour vous donner un exemple qui montre bien que c'est la maîtrise de l'instinct, la maîtrise des émotions, la maîtrise qui fait que
on s'ouvre, en fin de compte, à d'autres portes, on ouvre des portes, on s'ouvre à d'autres réalités. C'est un exemple qui est un exemple animal, en fait. C'est l'exemple de la domestication des animaux. Alors on dit oui, l'homme a domestiqué les bêtes. Alors en fin de compte, il ne les a pas domestiquées. C'est la bête qui s'est auto-domestiquée, qui a vaincu sa peur, l'agressivité qu'elle pouvait avoir vis-à-vis de l'homme. Le chien notamment, c'est tout bête, hein, il n'y a qu'à regarder les dernières découvertes concernant la domestication du chien. Le chien, donc, c'est quoi? C'est un loup qui s'est rapproché, qui a fait le choix de se rapprocher des hommes parce qu'il y avait la nourriture, qui a maîtrisé son émotionnel. Alors certains de ces loups sont repartis dans la forêt, hein, ils ont abandonné, mais certains autres loups qui avaient ce petit plus, qui ont décidé d'aller au-delà de l'instinct de leur race, se sont rapprochés de ces campements, et puis en quelques générations, ont muté littéralement. Les pelages se sont colorés, le comportement, même le cri, l'aboiement n'a rien à voir entre un loup et un chien. Enfin, un loup n'aboie pas. Tout a changé physiquement. La matière a répondu, en quelque sorte, à la volonté de la conscience. Voilà, il y a un équilibre, il y a un jeu qui se fait entre matière, conscience. Tu vas au-delà de ton instinct, ok, je te réponds et j'améliore en fin de compte l'information génétique pour te permettre d'avancer. Et on a pu se rendre compte avec une expérience qui avait été réalisée par un russe, un professeur russe sur les renards polaires. On avait voulu créer une race de renards sauvages polaires domestiqués pour pouvoir plus facilement les élever dans des fermes pour récupérer leur fourrure en fait. Et au début on avait ramené tout un tas de renards polaires, peu importe lesquels, on avait pris tout. La première génération il y avait de tout, il y avait des renards très agressifs qui luttaient contre l'homme, qui voyaient en l'homme l'ennemi, puis d'autres renards qui étaient moins peureux. Donc on a fait reproduire que ceux qui étaient moins peureux, et puis aussitôt, en 1 à 2 générations, les pelages ont changé. Le pelage blanc a disparu. On a commencé à avoir des pelages tachetés, les yeux ont commencé à changer de couleur, on a eu des renards avec des yeux bleus, on a eu des renards qui ont changé, qui ont commencé à ne plus avoir les mêmes cris que leurs congénères, et en 2 générations, on avait des animaux complètement différents. Voilà, donc, et ça, c'est quelque chose, une leçon à retenir concernant notre règne, le 4e règne, en fin de compte, hein, minéral, végétal, animal, humain. Et si nos phénomènes inexpliqués étaient ce 5e règne? Et si nous, êtres humains, nous avions encore ce chemin à faire pour répondre au paradoxe de Fermi et pour se rapprocher, s'auto-domestiquer à ce nouveau règne et à le comprendre? Voilà, moi c'est ce que j'imagine. C'est une forme de philosophie, mais un cheminement qui s'est fait par des informations que j'ai récupérées tout au long de ce cheminement que je viens d'expliquer en fin de compte. Alors quel message moi je peux donner aux jeunes chercheurs? Alors moi quand j'ai commencé mes recherches j'avais 16 ans, donc c'est pas une lubie de quarantenaire, hein. Déjà, il ne faut pas s'enfermer dans le scientisme. Voilà. C'est pas parce que certaines personnes qui ont un langage scientifique, qui nous disent que voilà, les frontières aujourd'hui de la réalité sont ici, on a étalonné les choses, on a borné les choses et tout se passe dans cette enceinte. Ça, ce ne sont pas les scientifiques qui le disent, ce sont des scientistes. C'est les gens qui militent pour la science telle qu'eux l'imaginent. Parce que les scientifiques de pointe, eux, croient encore en Dieu. Beaucoup de scientifiques de la mécanique quantique, notamment la physique quantique, croient en Dieu parce qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure qu'ils repoussent les limites, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a toujours quelque chose à découvrir. On n'en finira peut-être jamais. Donc ça, c'est la première chose. Ne vous enfermez pas dans du scientisme. Moi, j'ai entendu des gens qui sont venus me voir en me disant « Mais vous êtes qui pour parler de phénomènes inexpliqués? Vous êtes universitaire ?» Non, je ne suis pas universitaire. Excusez-moi de vouloir m'éduquer, m'auto-éduquer, m'auto-initier.
Voilà, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait un CAP de cuisine, serait interdit d'aller regarder les phénomènes inexpliqués voilà, pour la raison qu'il n'est pas universitaire. Ça, je le refuse. Voilà, tout le monde est libre. Le maillage que j'ai tracé, me donne aussi une leçon. C'est que au niveau local, n'importe qui, quelqu'un qui est désargenté, qui n'a pas l'argent, il peut aller visiter ces sites-là. Il peut se poser des questions. La Terre est ronde. Il n'y a pas de centre sur la surface de la planète. Il n'y a pas de centre. Tout le monde peut aller voir ces petits sites qui attirent l'homme. On peut aller les voir, on peut s'auto-former seul. Faut pas avoir peur de ce discours-là. Et puis, la deuxième chose, c'est attention. Attention, moi, quand j'ai commencé à faire ces recherches-là, je suis resté dans mon coin, un peu comme un escargot. J'ai formé ma coquille. Voilà, j'ai fait des spirales. Au tout début, il n'était pour moi hors de question de mélanger ovni et fantôme. Pour moi, c'était quelque chose de complètement différent, ça n'avait rien à voir. Ces sujets-là étaient séparés. Quand j'étudiais les ovnis, j'étudiais les ovnis. Quand j'étudiais les fantômes, c'est les fantômes. Quand je faisais de la radiesthésie, je faisais de la radiesthésie. Je n'arrivais pas à faire des ponts. C'était pas possible, je n'avais pas le recul. Alors j'ai fait cette petite coquille. Au fur et à mesure, j'ai élargi. Je me suis dit, ah tiens, la radiesthésie et, et, et- et les hantises, pourquoi pas. Puis après, oh tiens, les apparitions mariales, ah, ça ressemble un peu aux fantômes. Ah tiens, les apparitions d'ovnis, les flashs lumineux, c'est un peu comme l'apparition de la Vierge au Portugal. Voilà, j'ai construit cette coquille qui est devenue, qui a gagné en rayon, en fin de compte, hein, pour parler géométrie. Et ce n'est qu'au bout de 20 ans que l'escargot il a sorti la tête de la coquille et puis qu'il a été voir autour de lui d'autres chercheurs. Alors malheureusement dans ce milieu-là, il y a de tout. Il y a de tout parce que tout le monde n'a pas le même ressenti, tout le monde n'a pas les mêmes expériences. Voilà, moi j'avais besoin d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, d'autres étaient capables de décoller littéralement vers les étoiles et de voler. Voilà, moi je fonctionnais pas comme ça. Donc attention, travaillez d'abord pour vous-même, avec des bons livres de référence, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre en mettant, pour moi, le pur jus de la bibliographie à avoir pour faire ses recherches sur l'inexpliqué. Voilà. Donc à la fois ne pas s'enfermer dans le scientisme, et puis d'abord un grand recul par ses propres recherches, et éviter de se jeter comme tête baissée vers n'importe qui ou vers n'importe quelle association ou groupe. Voilà, c'est très important.